en œuvre du plan Orsec. Et ce sont des dizaines de jeunes qui portent secours aux sinistrés. Aïssatou Traoré. Dame Tako Signaté peut enfin balayer la devanture de sa maison sans risque de patauger dans les eaux de pluie. Elle a échappé de justesse aux inondations qui secouent une bonne partie de la région de Dakar et sa banlieue. Ici, à Diamaguène Fass-Mbao, la pluie est passée, laissant derrière elle son cortège de désolation. En de pareilles circonstances, l'aide de chaque citoyen est sollicitée de partout. Dans cette dynamique, le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, via le service civique national, a mobilisé les volontaires qui, comme un seul homme, se sont levés pour évacuer les eaux hors des lieux d'habitation. Nous sommes des volontaires qui sommes là parce que vraiment le pays a besoin de nous et des jeunes de 18 à 35 ans présents ici et nous ne ménageons aucun effort pour permettre à ces populations-là de pouvoir vraiment sortir de ces eaux. Le plan Orsec est déclenché et la cible jeune y joue sa partition citoyenne. Actuellement, on a une centaine de volontaires mobilisés et au besoin, nous pouvons monter en puissance encore, compte tenu en tout cas des moyens mis à notre disposition. Et je pense que nous allons intégrer le plan Orsec, qui est un cadre en tout cas institutionnel d'organisation des secours. Et en attendant, depuis hier en tout cas, nous sommes mobilisés parce qu'on ne pouvait pas rester sans intervenir parce que la situation exigeait. À Fass-Mbao, le centre de santé est aussi sous les eaux. Les jeunes du quartier et ceux du service civique national ont permis à ce lieu prioritaire d'être fonctionnel après des heures de pompage de l'eau de pluie. On a créé une tour issue de l'autre côté pour permettre aux patients d'entrer. Comme vous le voyez, la porte centrale est bouchée, il y a énormément d'eau et il y a des difficultés pour accéder au poste. Les volontaires s'activent pour redonner le sourire aux populations, même si pour les tout petits, on est en pleine activité récréative. Leurs parents, dépassés par les événements, n'ont qu'un seul souci, se réveiller de ce cauchemar et retrouver une vie hors des eaux. Retour sur les réactions après les déclarations faites hier par le chef de l'État sur la suppression prochaine du Sénat et les exécutions de nos compatriotes en Gambie. La société civile salue un acte de haute portée. Le budget alloué à l'institution du Sénat, nous parlons du Sénat bien sûr, permettra selon eux de faire face aux principales préoccupations des populations. Il cite l'électricité, les inondations et la cherté de la vie. Heinrich Bokoko. Dakar et l'intérieur du pays vivent ces derniers jours dans le marasme des inondations. Une situation qui a conduit le chef de l'État à prendre des mesures urgentes, notamment la suppression du Sénat. Une décision qui trouve l'assentiment de la société civile. Nous pensons que c'est une très bonne décision que nous approuvons totalement parce que face effectivement à la controverse sur la suppression du Sénat, la décision, me semble-t-il, est une décision courageuse. C'est une décision lucide et c'est une décision très opportune de mon point de vue, avec, bien sûr, la détresse profonde dans laquelle se trouvent les populations qui sont dans des zones inondées. Dans le cadre du M23, nous apprécions très positivement cette mesure, puisque le M23 avait exprimé une position consistant à demander effectivement la suppression du Sénat. Pour les leaders des mouvements citoyens, les populations devraient faire montre de patriotisme afin d'accompagner le gouvernement dans sa mission régalienne. Dans toutes ces catastrophes qu'on appelle naturelles, il y a une responsabilité humaine. Il y a nécessairement aujourd'hui un sursaut citoyen qu'il faut pour juguler ce phénomène-là. On a beau mettre des plans Orsec, on a beau mettre des canalisations, s'il n'y a pas un comportement, en tout cas décent, s'il n'y a pas un comportement de préservation du bien public, ça ne servira à rien. Ce projet de dissolution devra d'abord passer par l'Assemblée nationale. Un appel de la société civile a été lancé à ce titre aux élus du peuple. Je pense que dans la contribution à l'effort national, l'Assemblée nationale doit faire un effort particulier. Nous avons eu écho d'un projet d'acquisition de 450 véhicules 4x4. Ça nécessite des fonds extrêmement importants. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence commande de renoncer à ces commandes pour consacrer l'argent qui était destiné à l'acquisition de ces véhicules à
à le mettre dans les fonds destinés à régler le problème des inondations. Pour l'heure, le gouvernement s'attelle aux côtés des populations afin que le plan Orsec soit une solution définitive à la problématique des inondations. C'est en procédure d'urgence que le projet de loi portant suppression du Sénat va être examiné par l'Assemblée nationale. Le président de la République a pris cette importante décision à son retour de voyage. Un nouvel ordre de priorité est ainsi défini par le chef de l'État qui met en avant le mieux-être des populations. Macky Sall a aussi exprimé sa ferme condamnation de l'exécution de 2 de nos compatriotes par la Gambie, Omar Diaw. Emporté par les eaux, noyé, le Sénat englouti. La presse de ce matin a rivalisé de jeux de mots pour rendre compte de la courageuse décision du président de la République de sonner le requiem pour cette institution parlementaire qui n'a jamais fait l'unanimité. L'acte est fort, inattendu, voire risqué pour certains, tant cette chambre aiguisait des appétits et pouvait permettre de caser une clientèle politique qui devra davantage patienter pour sa récompense puisque les choses sont ainsi perçues. Comme dans un rituel sacrificiel, la suppression du Sénat pourrait se confondre à une offrande faite au Dieu des cieux trop généreux au point de causer une pluie de larmes. C'est surtout un signal pour le peuple dans son ensemble pour signifier un nouvel ordre de priorité dans un contexte particulier. Si le Sénat avait une importance relative dans l'expression de la démocratie, il y a aujourd'hui plus important et plus urgent, mettre les populations éprouvées à l'abri des intempéries et leur redonner espoir, quel qu'en soit le prix, et sans calcul politique. Les 8 milliards ainsi économisés ne sont évidemment pas suffisants pour résoudre cette vieille équation héritée. C'est ce qui justifie un plan national d'assainissement seul capable d'apporter une solution pérenne à une question récurrente. Face à l'ampleur du phénomène, chacun est interpellé. C'est le moment de venir en aide aux voisins sans ostentation aucune, sans rien attendre en retour. Voici donc venu le temps d'une véritable solidarité nationale non feinte, puisqu'à quelque chose malheur est bon, nous avons le devoir de nous regarder dans le miroir, de faire une introspection, de nous poser les questions essentielles sur le sens de nos actes souvent opportunistes que guident l'appât du gain et la cupidité, tout en sachant pourtant qu'au bout, ils peuvent conduire au désastre. Que signifie pour nous la discipline, la rigueur, la loyauté, la justice, le mérite et le respect des lois en général? Ce sont là quelques éléments fondamentaux du développement économique, de l'équilibre et de la paix sociale. Last but not least, l'exécution de 2 Sénégalais en Gambie reflète tout le mépris des autorités d'une république sœur, comme on clamait. Cette fraternité est désormais entachée du sang de nos compatriotes à la suite de procédures expéditives et opaques. Il y a des attitudes que les règles diplomatiques, le bon voisinage et la raison interdisent. La raison étant le contraire de la paranoïa qui a si souvent fait le lit de la tyrannie. Le gouvernement du Sénégal et les transporteurs viennent de trouver un terrain d'entente, le mot d'ordre de grève qui devrait entrer en vigueur demain jeudi est suspendu après des négociations entre les 2 parties. Nous y reviendrons avec les déclarations du ministre de la fonction publique et du représentant du syndicat des transporteurs. Voyons l'actualité hors de chez nous. L'opposition guinéenne décide de ne plus partager la table des négociations avec le gouvernement d'Alpha Condé. Cette frange de la classe politique a pris cette décision pour dénoncer la répression de ces manifestations. Les principaux dirigeants de l'opposition guinéenne ne veulent plus coopérer avec le gouvernement. Leur décision a été prise lors d'une réunion urgente au domicile de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Plus aucun représentant à la commission électorale ni au Conseil national de transition. C'est leur première réaction à la répression de lundi. Manifestation interdite, arrestation et tirs à balles réelles sur le convoi des responsables politiques. Nous n'avions jamais vu cela en Guinée. C'est la première fois. C'est la première fois que lors d'une manifestation comme cela, on s'en prend directement aux leaders politiques. On n'avait jamais vu ça auparavant, même au temps du général Conté. Le gouvernement et ses forces de l'ordre
sont en train d'agir en violation flagrante des dispositions de la Constitution, notamment l'article 10, qui nous donne le droit d'organiser des manifestations pacifiques. L'opposition avait appelé à une marche à Conakry pour réclamer l'organisation d'élections législatives libres et transparentes. Une demande acquise selon le pouvoir. Le professeur Alpha Condé renouvelle son engagement avec la compréhension et l'appui des acteurs concernés d'organiser des élections transparentes et régulières pour l'ancrage définitif de la démocratie dans notre pays. L'opposition, qui attend depuis près de 2 ans l'organisation des législatives, ne croit plus aux promesses officielles. Elle entend maintenir la pression dans la rue et promet de nouvelles manifestations dans tout le pays. Nous restons sur le continent pour voir d'autres aspects de l'actualité. Nous irons en Égypte, au Mali, au Kenya et au Tchad. Le président égyptien Mohamed Morsi a choisi la Chine pour sa première visite internationale. Un frère musulman reçu en chef d'État à Pékin, une consécration de taille pour cette confrérie longtemps marginalisée en Égypte. À la clé, des accords économiques profitables, mais surtout montrer que la diplomatie égyptienne est de retour. En Chine comme en Iran, où il se rendra jeudi, Mohamed Morsi poursuit le même but, se poser en médiateur de premier plan, notamment sur le dossier syrien. 6 mois de prison avec sursis, verdict prononcé à Bamako contre 6 personnes jugées pour l'agression du président malien par intérim. Une peine modérée, mais les mouvements politiques proches des condamnés comme la COPAM crient à la machination. Le 21 mai dernier, dans la capitale malienne, une marche contre la transition avait dégénéré. Des individus avaient alors attaqué le président Diokounda Traoré dans son bureau, le laissant pour mort. Le calme est revenu à Mombasa où 3 policiers et un civil kényan ont été tués dans des émeutes. Mardi, des centaines de jeunes avaient manifesté contre le meurtre d'un prêcheur musulman radical. Suite aux violences, 24 suspects ont été inculpés par un tribunal de Mombasa. Le parquet a promis une enquête sur la mort du prédicateur. Le Premier ministre kényan prévient, il ne tolérera pas de guerre de religion entre chrétiens et musulmans. Je m'engage dans l'intérêt supérieur de la communauté. Prestation de serment de Pierre Moussa, le nouveau président de la commission de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cérémonie au Tchad devant la cour de justice de la CEMAC. Pour Pierre Moussa, il faut relancer la dynamique communautaire en Afrique centrale. Selon lui, l'intégration économique des 6 pays de la zone bat de l'aile. Retour au Sénégal, la région de Diourbel est chroniquement exposée à l'insécurité alimentaire. Des enquêtes SMART réalisées en 2011 ont révélé une situation nutritionnelle très critique dans la zone. Des cas de malnutrition aiguë, sévère et chronique sont constatés chez les enfants de 0 à 5 ans. La riposte est organisée par la région médicale avec l'appui de partenaires Fantabachi. Diourbel, l'une des régions marquées au point rouge en matière de malnutrition. Ces dernières années, la localité a connu une période de soudure sans précédent. Conséquence, la population a vécu une situation d'insécurité alimentaire qui a affecté les plus vulnérables. L'année dernière, l'hivernage n'a pas été très bon, les rendements ont été très limites et il faut dire également que les gens aujourd'hui n'ont plus l'habitude de consommer ce qu'ils produisent. Dans la population générale, les gens, surtout les mamans, ne sont pas bien informés sur le comment faire pour assurer aux enfants une bonne alimentation. Sur une population de 1 442 412 habitants, le taux de prévalence de la malnutrition dans la région dépasse 2% selon les enquêtes démographiques de santé. En matière de nutrition, quand le taux de malnutrition aiguë sévère atteint ou dépasse 2%, on est en crise alimentaire. Il fallait faire une riposte. En quoi faisant? Donc en d'abord dépistant toutes les malnutritions au niveau communautaire, en évaluant donc les enfants le maximum possible et les identifier en termes de malnutrition aiguë modérée et malnutrition aiguë sévère. À Diourbel, des unités et des centres de récupération nutritionnelle sont installés dans les différents centres et postes de santé. Sur place, les enfants malnutris sont accueillis par un personnel formé pour leur prise en charge. De mi-avril, 15 avril au 31 juillet,
275 cas de malnutrition sévère ont été pris en charge. Dans un premier temps, il y a eu 5 unités de récupération nutritionnelle, communément appelées UREN, donc qui ont été mises en place. Et par la suite, nous avons